Nous sommes le 11 novembre 1253, dans un village près de Nottingham, en Angleterre. Une famille paysanne vient d'abattre son cochon d'hiver. La température automnale se situe autour de 7 degrés Celsius. Sans réfrigération, le porc cru se gâtera dans les 8 heures. À la tombée de la nuit, ce cochon a été transformé. Le père a emballé les plus gros morceaux dans le sel. La mère a suspendu des lanières au-dessus d'un feu fumant. Les enfants ont fait fondre la graisse dans une marmite en fer. 6 mois plus tard, ils mangent encore de ce même cochon. Sautons maintenant à octobre 2025. Un survivaliste en banlieue de Lyon clique sur Acheter pour une réserve alimentaire d'urgence d'un an. Coût total 2 750 euros. Les seaux arrivent, il les stocke dans son garage où les températures estivales dépassent 35 degrés Celsius. La durée de conservation annoncée de 25 ans vient d'être réduite de moitié. Une famille a conservé 90 kg de viande pendant 6 mois en utilisant 10 euros de sel. Une autre famille a dépensé 3000 euros pour de la nourriture industrielle qui se dégrade à la chaleur. Les paysans médiévaux ont survécu à la peste noire et à la grande famine en utilisant des techniques de conservation qui ne nécessitaient ni électricité ni chaîne d'approvisionnement. Aujourd'hui, je vais vous montrer les 7 techniques qu'ils utilisaient. À la fin, vous comprendrez pourquoi les survivalistes modernes paient massivement trop cher pour des solutions inférieures à un problème résolu il y a 800 ans. Partie 1. La conservation par le sel. Les fondations. Pour comprendre la conservation alimentaire médiévale, il faut commencer par le sel. Tout le reste découle de là. Le sel ne conserve pas les aliments en les gardant frais. Le sel conserve les aliments en les rendant inhabitables pour les bactéries. Le mécanisme est l'osmose. Et quand vous emballez de la viande dans le sel, la concentration en sel à l'extérieur des cellules de viande est bien plus élevée qu'à l'intérieur. L'eau se déplace des zones de faible concentration en sel vers les zones de forte concentration en sel. Cela signifie que l'eau est aspirée hors de la viande. Plus important encore, l'eau est aspirée hors de toute bactérie à la surface de la viande. Les bactéries sont composées à environ 70% d'eau. Retirez cette eau, les bactéries meurent. C'est aussi simple que ça. Selon des recherches publiées par le National Center for Biotechnology Information, les concentrations en sel supérieures à 20% tuent la plupart des bactéries pathogènes, notamment la salmonelle et E. coli. Les sauniers médiévaux utilisaient des concentrations entre 25 et 35%. Ils n'avaient pas de microscope, mais ils savaient que les résultats fonctionnaient. Les archives historiques du capitulaire de Villy de Charlemagne, rédigées vers 800 après Jésus-Christ, documentent le processus exact. La viande était emballée dans des tonneaux en bois avec des couches alternées de sel et de viande. Le sel extrayait l'humidité pendant 5 à 7 jours. Ensuite, la viande était transférée dans des solutions de saumure pour un affinage supplémentaire. Le produit final était dur, sec et intensément salé. Vous ne pouviez pas le manger directement du tonneau. Les familles médiévales trempaient les morceaux dans de l'eau fraîche pendant plusieurs heures avant la cuisson. Cela éliminait l'excès de sel. Ensuite, elles ajoutaient la viande au potage, qui était un ragoût épais qui mijotait constamment sur le feu. Le long temps de cuisson décomposait les fibres dures et distribuait la saveur de viande dans tout le repas. Un seul cochon salé fournissait des protéines pendant 6 mois. Le coût était de 7 à 9 kg de sel. En pouvoir d'achat moderne, cela représente environ 10 à 15 euros. Comparez cela à la viande lyophilisée. Le seau de survie viande et riz lyophilisé coûte 279 euros. Ce seau contient environ 5 kg de nourriture. Un cochon médiéval pesait entre 60 et 90 kg, conservé avec 15 euros de sel, fournissant 12 à 18 fois plus de viande pour un vingtième du coût. La chimie n'a pas changé en 800 ans. Le sel fonctionne toujours par osmose. L'eau doit toujours être retirée pour la conservation. La seule chose qui a changé, c'est que nous avons cessé de le faire nous-mêmes et avons commencé à acheter des solutions préfabriquées avec des marges massives. Mais la conservation par le sel n'était que les fondations. Les familles médiévales l'utilisaient en combinaison avec d'autres techniques pour créer un système alimentaire complet. Partie 2. La fermentation. Transformation contrôlée. En Allemagne médiévale, les paysans ont découvert quelque chose qui ressemblait à de la magie. Si vous râpiez du chou, le tassez avec du sel et le laissez dans un récipient scellé, il ne pourrissait pas. Au contraire, il se transformait. Après plusieurs semaines, le chou devenait aigre et piquant. La texture changeait, et il pouvait durer des mois sans se gâter. Ils l'appelaient choucroute. Les paysans coréens ont découvert indépendamment le même processus et l'ont appelé kimchi. La technique s'est répandue à travers l'Europe et l'Asie car elle fonctionnait de manière fiable partout où vous aviez du sel et des légumes. La science derrière la fermentation est élégante. Quand vous tassez du chou dans 2 à 5% de sel, vous créez un environnement où seules les bactéries lactiques peuvent survivre.
Ces bactéries consomment les sucres dans le chou et produisent de l'acide lactique comme déchet. L'acide lactique est un conservateur. Au fur et à mesure qu'il s'accumule, le pH descend en dessous de 4,0. Les bactéries de détérioration ne peuvent pas survivre dans des environnements acides. Mais les bactéries lactiques prospèrent. Elles prennent le contrôle de tout le récipient de fermentation et empêchent toute autre chose de se développer. Selon des recherches publiées dans l'analyse de la communauté microbienne de la choucroute de PMC, la choucroute correctement fermentée contient entre 1 milliard et 10 milliards d'unités formant des colonies de bactéries bénéfiques par gramme. Ces bactéries font plus que conserver. Elles augmentent la teneur en vitamine C. Elles décomposent les fibres végétales dures, rendant les nutriments plus faciles à absorber. Et elles créent des probiotiques qui soutiennent la digestion. Le capitaine James Cook a compris cela en 1770, même s'il ne connaissait pas l'existence des bactéries. Lors de son premier voyage dans le Pacifique, il transportait des tonneaux de choucroute pour prévenir le scorbut. Son équipage a mangé du chou fermenté tout au long du voyage de 3 ans. 0 cas de scorbut ne s'est produit sur le navire de Cook. D'autres navires de la même époque perdaient régulièrement 30 à 50% de leur équipage à cause du scorbut. La différence était les légumes fermentés fournissant de la vitamine C, qui restait stable pendant des années. Un paysan médiéval pouvait fermenter 2 à 3 kg de choux en utilisant 2 cuillères à soupe de sel. Coût matériel total, 3 à 5 euros en monnaie moderne. Le résultat était 400 portions de légumes conservés avec une valeur nutritionnelle supérieure à celle du chou frais d'origine. Les survivalistes modernes qui achètent le paquet de 480 portions de légumes lyophilisés paient 599 euros. Ces légumes ont été traités à la chaleur, ce qui détruit la plupart de la vitamine C et toutes les bactéries bénéfiques. Le chou fermenté coûte 3 euros et fournit une meilleure nutrition. Les légumes lyophilisés coûtent 600 euros et fournissent une nutrition inférieure. Le récipient de fermentation pouvait être réutilisé indéfiniment. Le processus ne nécessitait aucune énergie au-delà du travail humain. Et les familles pouvaient fermenter en automne, puis manger des légumes conservés pendant l'hiver et le début du printemps, lorsque les produits frais n'étaient pas disponibles. Je dois m'arrêter ici et dire quelque chose. Nous avons systématiquement le public le plus intelligent et le plus orienté, techniquement, dans l'espace de la préparation. Les commentaires sur ces vidéos m'apprennent des choses auxquelles je n'avais pas pensé. Si votre famille utilisait l'une de ces techniques, ou si vous avez des questions sur la chimie, laissez un commentaire ci-dessous. Je les lis tous. Partie 3. Les caves à légumes. Contrôle climatique souterrain. Les familles médiévales du nord de l'Europe creusaient des trous profonds s'étendant d'1,20 m à 1,50 m sous la surface du sol. Elles tapissaient ces trous de pierre ou de bois. Elles créaient des canaux de drainage pour empêcher l'accumulation d'eau. Elles construisaient des toits en utilisant des rondins recouverts de gazon. Et elles installaient des systèmes de à 2 portes pour réguler la température. Ces structures s'appellent des caves à légumes. Et elles représentent l'un des systèmes de stockage alimentaire les plus efficaces thermodynamiquement jamais construits. La physique est simple. La température du sol à 1,20 m de profondeur reste relativement constante toute l'année. En Angleterre, cette température reste entre 0 et 4 degrés Celsius, quelles que soient les conditions de surface. Pendant l'été, lorsque la température de l'air atteint 21 à 27 degrés, la cave à légumes reste à 4 degrés. Pendant l'hiver, lorsque la température de l'air descend en dessous de 0, la cave à légumes reste toujours à 4 degrés. Vous obtenez un stockage au frais stable sans aucun apport d'énergie. Pas d'électricité, pas de réfrigération mécanique. Juste de la terre agissant comme masse thermique. Selon les données de l'Old Farmer's Almanac et de l'extension de l'Université d'Alaska, les caves à légumes correctement construites maintiennent une humidité entre 85 et 95%. Cela empêche les légumes de se dessécher tout en restant en dessous du seuil où les moisissures se développent rapidement. La durée de conservation obtenue dans ces conditions était remarquable. Les pommes de terre duraient 5 à 8 mois. Les betteraves duraient jusqu'à 10 mois si elles étaient correctement affinées. Le chou durait 6 mois. Les carottes, les navets et les oignons survivaient tous pendant des hivers entiers. Les familles médiévales récoltaient en automne, stockaient dans les caves à légumes et mangeaient des légumes frais jusqu'au printemps suivant. Les légumes n'étaient ni en conserve, ni séchés, ni transformés. Ils étaient frais, simplement stockés à température et humidité optimale. Le coût de construction d'une cave à légumes était le travail et les matériaux. En termes modernes, la construction d'une cave à légumes basique coûte entre 450 et 1800 euros. Une fois, ensuite, elle fonctionne indéfiniment avec 0 coût de fonctionnement. Comparez cela à l'économie moderne du stockage alimentaire. Un survivaliste construisant une réserve d'1 an
pourrait dépenser 2 700 à 4 500 € en légumes lyophilisés. Ces légumes nécessitent un stockage à température contrôlée pour maintenir leur durée de conservation. Si la température de stockage dépasse 24 degrés, la dégradation s'accélère considérablement. La solution lyophilisée crée une dépendance continue envers les fabricants et des conditions de stockage parfaites. La solution de cave à légumes crée l'indépendance. Construisez-la une fois, utilisez-la pour toujours. Les familles médiévales comprenaient quelque chose que les survivalistes modernes ont oublié. Le meilleur système de conservation est celui qui ne nécessite aucun apport continu. Partie 4. Le fumage à froid, protection chimique. Les fumoirs médiévaux étaient toujours des bâtiments séparés, positionnés à 15 à 30 mètres des structures principales. Ce n'était pas une préférence esthétique, c'était de la prévention incendie. À l'intérieur de ces fumoirs, la viande était suspendue sur des grilles au-dessus de feu qui couvaient pendant des jours ou des semaines. La fumée n'était pas assez chaude pour cuire la viande. Les températures restaient entre 20 et 30 degrés Celsius. Le but n'était pas la cuisson. Le but était l'enrobage. La fumée n'est pas une substance unique. La fumée contient des centaines de composés chimiques créés lorsque le bois subit une combustion incomplète. Plusieurs de ces composés tuent les bactéries. Les deux plus importants sont le guaiacol et le syringol. Les deux sont des composés phénoliques. Les deux se dissolvent dans la graisse et se déposent sur les surfaces de viande. Les deux ont des propriétés antimicrobiennes. Les deux empêchent le rancissement en inhibant l'oxydation. Selon des recherches publiées dans Sens Direct sur la conservation de la viande fumée, le fumage à froid élimine environ 20 à 25% de l'humidité tout en déposant des composés de fumée protecteurs sur la surface. Cela crée une barrière que les bactéries ne peuvent pas pénétrer. La viande devient stable à température ambiante pendant des mois sans réfrigération. Les familles médiévales combinaient le fumage avec le salage pour une conservation maximale. D'abord, emballer la viande dans le sel pendant plusieurs jours pour la saler. Ensuite, rincer l'excès de sel et suspendre dans le fumoir pendant 1 à 3 semaines selon le niveau de conservation souhaité. Le porc répondait particulièrement bien à cette méthode. Le bacon et le jambon pouvaient durer 6 à 12 mois. Le poisson se conservait aussi excellemment par fumage. Le saumon, le hareng et la morue salée et fumée étaient des provisions standards pour les navires, les armées et les voyageurs. Les Vikings transportaient du poisson fumé lors de voyages durant des mois. Les navires de la marine britannique utilisaient du poisson fumé comme ration jusqu'aux années 1800. La technique fonctionnait dans la chaleur tropicale, le froid arctique et l'humidité océanique. Le coût était le bois de chauffage, qui était gratuit si vous le ramassiez vous-même. Le travail était minimal après l'installation initiale, et le résultat était de la viande qui avait meilleur goût que la viande fraîche dans de nombreux cas, puisque le fumage ajoutait de la complexité de saveur. Les survivalistes modernes qui achètent de la viande lyophilisée paient environ 55 € par kilogramme. Fumer de la viande soi-même coûte 9 à 18 € par kilogramme si vous achetez du bois, ou presque rien si vous ramassez le bois vous-même. La technique a au moins 8000 ans. Elle fonctionne encore exactement comme avant. Et elle produit des aliments qui ont un goût supérieur à toute alternative industrielle. Si cela change votre façon de penser le stockage alimentaire, cliquez sur le bouton « J'aime ». Partie 5. Le pemmican, densité calorique maximale. Les tribus amérindiennes ont inventé le pemmican quelque part entre 4000 et 6000 ans. L'origine exacte est inconnue, mais la technique s'est répandue à travers l'Amérique du Nord et est devenue l'aliment de survie le plus dense en calories de l'histoire humaine. Le pemmican est d'une simplicité dévastatrice. Prenez de la viande maigre, séchez-la complètement jusqu'à ce qu'elle soit cassante. Écrasez-la en poudre fine, mélangez avec un poids égal de graisse animale fondue. Formez en gâteau ou bar. Terminé. Le génie réside dans le ratio et la chimie. La viande séchée représente environ 25% de protéines en poids. La graisse fondue est à 100% de graisse. Lorsque vous mélangez des parts égales, vous créez un aliment qui contient environ 50% de graisse et 25% de protéines en calories. Cela vous donne environ 3000 calories par livre, plus dense en calories que n'importe quel aliment de survie moderne, sauf la graisse pure ou le sucre pur. Et contrairement au sucre, le pemmican fournit une nutrition complète. Les protéines fournissent tous les acides aminés essentiels. La graisse fournit de l'énergie et des vitamines liposolubles. Si des baies séchées sont incluses, vous obtenez de la vitamine C pour prévenir le scorbut. Les archives historiques des expéditions polaires britanniques documentent que le pemmican durait des décennies en parfait état. Pendant la Seconde Guerre des Boers de 1899 à 1902, les troupes britanniques transportaient des rations de fer contenant 120 grammes de pemmican et 120 grammes de chocolat. Les rapports militaires officiels décrivaient ces rations
comme se conservant en parfait état pendant des décennies, pas des années. Le mécanisme de conservation est simple. La viande séchée a presque zéro teneur en eau. La graisse pure fondue est naturellement antimicrobienne. Les combinés créent un aliment où les bactéries ne peuvent pas survivre car il n'y a pas d'eau et rien que les bactéries puissent métaboliser. Selon les tests modernes effectués par les fabricants de pemmican, le pemmican correctement fabriqué et stocké dans des récipients hermétiques dure 3 à 5 ans à température ambiante. Le pemmican sous vide dure 10 à 25 ans. Le pemmican congelé peut durer 50 ans ou plus. Le coût de fabrication du pemmican est remarquablement faible. 2 kg de bœuf maigre coûte 18 à 27 euros. 2 kg de suif de bœuf coûte 4,50 à 9 euros. Investissement total 27 à 36 euros pour 4 kg de pemmican contenant 12 000 calories. Le kit d'urgence de 3 jours de Legacy Food Storage coûte 45 euros et 99 centimes et contient 6 000 calories. Le pemmican maison coûte 36 euros et contient 12 000 calories. Le double de calories pour le même prix et une durée de conservation plus longue. Les Européens médiévaux n'ont pas inventé le pemmican, mais ils utilisaient des principes identiques. La graisse fondue mélangée à de la viande séchée broyée créait des rations de voyage pour les armées, les pèlerins et les marchands. La chimie fonctionne indépendamment de la culture ou de la période. Partie 6. Le séchage au soleil. La technique la plus ancienne. Le séchage est la méthode de conservation la plus simple et la plus ancienne. Les preuves archéologiques montrent que les cultures du Moyen-Orient séchaient de la nourriture dès 12 000 avant Jésus-Christ. Le principe est universel, retirer l'eau, empêcher la détérioration. Les bactéries, les moisissures et les levures nécessitent toutes de l'eau pour se développer. Réduisez la teneur en eau en dessous de 30% et l'activité microbienne s'arrête. Réduisez-la en dessous de 15% et la nourriture devient stable pendant des mois ou des années. Les paysans médiévaux séchaient la viande, le poisson, les fruits et les légumes en utilisant le soleil et le vent. La technique ne nécessitait aucun équipement au-delà de grilles de séchage. Pour la viande, ils la tranchaient finement, la suspendaient sur des grilles en plein soleil et la laissaient sécher pendant plusieurs jours. La viande perdait 60 à 70% de son poids d'origine à mesure que l'eau s'évaporait. Ce qui restait était dur, sec et conservé. Pour le poisson, le processus était identique. Les pays scandinaves produisent encore du poisson séché en utilisant des méthodes médiévales. Le stockfish, qui est de la morue séchée à l'air, peut durer des années sans réfrigération. Les Vikings transportaient du stockfish lors de longs voyages car il était léger, nutritif et ne se gâtait jamais. Pour les fruits, les familles médiévales tranchaient finement les pommes, les poires et les prunes, puis les séchaient au soleil. Les fruits secs duraient 6 à 12 mois et fournissaient des sucres concentrés pendant l'hiver lorsque les fruits frais n'étaient pas disponibles. Pour les légumes, les haricots et les pois étaient laissés à sécher sur la plante, puis stockés dans des récipients scellés. Les légumineuses séchées pouvaient durer 1 à 2 ans et fournissaient des protéines essentielles lorsque la viande était rare. Le coût du séchage au soleil est zéro. Vous avez besoin de lumière du soleil, qui est gratuite. Vous avez besoin de flux d'air, qui est gratuit. Vous avez besoin de temps, qui ne coûte rien, sauf de la patience. Les survivalistes modernes qui achètent des fruits lyophilisés paient 649 euros pour 480 portions. Les fruits séchés au soleil ne coûtent rien au-delà du prix des fruits frais, qui est considérablement inférieur. Le seul avantage de la lyophilisation par rapport au séchage au soleil est la texture. Les aliments lyophilisés se réhydratent plus près de la texture d'origine. Les aliments séchés au soleil deviennent plus caoutchouteux et plus durs. Mais nutritionnellement, et en termes de conservation, le séchage au soleil fonctionne tout aussi bien. Les familles médiévales utilisaient largement le séchage au soleil car il ne nécessitait ni sel, ni équipement, ni connaissances spécialisées. Même le paysan le plus pauvre pouvait sécher de la nourriture. Partie 7. La conservation au miel. Le stockage éternel. Du miel a été trouvé dans des tombes égyptiennes vieilles de plus de 3000 ans. Lorsque les archéologues ont ouvert des pots scellés, le miel était encore parfaitement comestible. Le miel ne se gâte pas en années, pas en décennies, pas en millénaires. La raison est la chimie. Le miel a un pH entre 3,2 et 4,5, ce qui le rend suffisamment acide pour tuer la plupart des bactéries. Le miel a également une teneur en eau extrêmement faible, généralement inférieure à 18%. Cela crée un niveau d'activité de l'eau inférieur à 0,6, ce qui empêche la croissance bactérienne. De plus, le miel produit du peroxyde d'hydrogène par un processus enzymatique. Le peroxyde d'hydrogène est un désinfectant. Il tue les bactéries au contact. Les familles médiévales utilisaient le miel pour conserver les fruits, les viandes et les herbes. La technique était simple, immerger la nourriture dans le miel,
Scellez le récipient, stocké dans un endroit frais. Les fruits conservés dans le miel duraient 1 à 2 ans. Le miel extrayait l'humidité du fruit par osmose tandis que l'acidité empêchait la détérioration. Lorsque vous vouliez manger le fruit, vous le retiriez du miel, le rinciez et le consommiez. La viande conservée dans le miel durait 6 à 12 mois. C'était moins courant que le salage car le miel était cher, mais les familles aisées utilisaient la conservation au miel pour les occasions spéciales. Les herbes conservées dans le miel duraient indéfiniment. Les guérisseurs médiévaux stockaient les plantes médicinales dans le miel pour maintenir leur puissance. Le coût était le miel lui-même. Le miel local coûte 7 à 13 euros par kilogramme. Un kilogramme peut conserver 2 à 3 kilogrammes de fruits. Les survivalistes modernes n'ont pas d'équivalent direct à la conservation au miel dans les catalogues d'aliments lyophilisés. C'est une méthode de conservation unique qui ajoute de la valeur plutôt que de simplement la maintenir. La conservation au miel offrait également un avantage secondaire. Le miel absorbait les saveurs de la nourriture conservée et devenait infusé. Le miel qui avait conservé des herbes devenait du miel médicinal. Le miel qui avait conservé des fruits devenait du miel aromatisé aux fruits. Les familles médiévales ne conservaient pas seulement la nourriture, elles créaient de nouveaux produits à valeur ajoutée. Partie 8. Le système complet. Les familles médiévales n'utilisaient pas ces techniques isolément. Elles utilisaient les 7 ensemble pour créer un système alimentaire complet. En automne, elles abattaient des animaux et salaient la viande. Elles fumaient certaines pièces pour une conservation supplémentaire. Elles faisaient fondre la graisse et fabriquaient du pemmican pour les rations de voyage. Elles fermentaient le chou et d'autres légumes dans de grandes jarres. Elles récoltaient des légumes racines et les stockaient dans des caves souterraines. Elles séchaient les fruits, les herbes et les légumineuses au soleil. Et les familles aisées conservaient des articles spéciaux dans le miel. Le résultat était une alimentation diversifiée qui pouvait survivre aux famines, aux sièges et aux hivers rigoureux. Si une méthode de conservation échouait, 5 autres fournissaient une sauvegarde. Comparez cela à la stratégie moderne des survivalistes. La plupart des survivalistes achètent exclusivement de la nourriture lyophilisée. Si cette nourriture est endommagée, contaminée ou épuisée, ils n'ont pas de plan de secours. Le système est fragile car il dépend d'une solution. La conservation médiévale était résiliente car elle utilisait plusieurs techniques indépendantes. Le sel n'a pas besoin de fermentation pour fonctionner. La fermentation n'a pas besoin de caves à légumes. Les caves à légumes n'ont pas besoin de fumage. Chaque technique fonctionne seule. Cela signifiait que les familles médiévales avaient une véritable sécurité alimentaire. Elles ne dépendaient pas des chaînes d'approvisionnement, des fabricants ou des apports externes au-delà du sel. L'écart de connaissances, la vraie différence entre les paysans médiévaux et les survivalistes modernes n'est pas l'accès à la technologie, c'est la possession de connaissances. Un paysan médiéval comprenait la chimie du sel sans savoir que la chimie existait. Il savait que certaines concentrations de sel empêchaient la détérioration. Il savait que le saumurage après le salage à sec prolongeait la durée de conservation. Il savait que la fumée conservait la viande parce qu'il l'avait fait des centaines de fois. Cette connaissance était transmise par la pratique. Vous appreniez de vos parents. Si vous échouiez, votre famille avait faim. La pression de sélection était absolue. Les survivalistes modernes externalisent les connaissances aux entreprises. Ils achètent de la nourriture lyophilisée parce que le marketing dit que la nourriture lyophilisée est la solution. Ils dépensent des milliers d'euros parce qu'ils croient que la technologie industrielle est nécessaire. Mais la chimie n'a pas changé. Le sel tue toujours les bactéries par osmose. Les bactéries lactiques conservent toujours par fermentation. Les composés de fumée protègent toujours la viande. La graisse scelle toujours et empêche l'oxydation. Le sol souterrain maintient toujours des températures stables. Le soleil élimine toujours l'eau par évaporation. Le miel crée toujours des environnements antimicrobiens. Ces techniques fonctionnent aussi bien aujourd'hui qu'en 1200 après Jésus-Christ. Nous avons juste cessé de les enseigner. Selon les données de l'industrie de la préparation aux urgences, le survivaliste français moyen dépense entre 1800 et 9000 euros pour le stockage alimentaire à long terme. Cette nourriture nécessite des conditions de stockage parfaites et crée une dépendance complète aux chaînes d'approvisionnement. Les familles médiévales conservaient l'alimentation d'une année entière pour moins de 180 euros en coût récurrent. Et elles pouvaient le faire en utilisant des matériaux disponibles dans n'importe quelle zone rurale. Lorsque les chaînes d'approvisionnement se sont effondrées pendant les famines médiévales, les villes mouraient de faim. Les familles rurales avec des connaissances en conservation survivaient. Elles avaient du grain stocké, de la viande salée, des légumes fermentés, des caves à légumes pleines de produits, du poisson fumé, des fruits secs et du miel. La connaissance les rendait indépendantes. La dépendance à l'équipement nous rend fragiles. Le choix, vous avez un choix à faire.
Vous pouvez dépenser des milliers d'euros en nourriture lyophilisée et espérer qu'elle dure. Vous pouvez dépendre des fabricants, des chaînes d'approvisionnement et des conditions de stockage parfaites. Ou vous pouvez apprendre ce que les paysans médiévaux savaient. Vous pouvez dépenser 180 euros par an en sel, légumes et fournitures de base. Vous pouvez construire des systèmes qui fonctionnent sans électricité, sans chaîne d'approvisionnement et sans dépendance aux entreprises. La chimie est la même, les techniques fonctionnent toujours. La seule question est de savoir si vous êtes prêt à les apprendre. Les paysans médiévaux ont survécu à la peste noire, à la grande famine et aux guerres constantes parce qu'ils savaient comment conserver la nourriture. Les survivalistes modernes achètent des emballages et espèrent le meilleur. Lorsque la chaîne d'approvisionnement se brise, lorsque l'électricité tombe en panne, lorsque vous ne pouvez plus commander de repas lyophilisés, que saurez-vous réellement faire? Pouvez-vous saler de la viande? Pouvez-vous fermenter des légumes? Pouvez-vous construire une cave à légumes? Pouvez-vous fumer du poisson? Pouvez-vous faire du pemmican? Pouvez-vous sécher de la nourriture au soleil? Pouvez-vous conserver dans le miel? Ou avez-vous simplement acheté de l'équipement et supposé que cela compte comme de la préparation? La connaissance est la seule chose qui ne peut pas vous être prise. L'équipement échoue, les fournitures s'épuisent, mais la connaissance persiste. Peut-être est-il temps que nous apprenions ce que nos ancêtres savaient. Si vous avez trouvé cela utile, abonnez-vous à cette chaîne. J'explore les techniques de survie et de conservation médiévale chaque semaine, vous montrant comment les gens ont résolu des problèmes auxquels nous sommes toujours confrontés aujourd'hui. Et si vous voulez que je démontre l'une de ces 7 techniques en détail, faites-moi savoir dans les commentaires laquelle vous voulez voir en premier. Je le ferai. En attendant, restez conservés.